Bismillah. Grisha, nous en avons assez. Il est temps de repartir. Attends encore un peu, Tatiana. Ici, il y en a tellement que je vais remplir mon panier. Le ciel est tout noir et l'orage se prépare au-dessus de la montagne chauve. Il faut nous en aller. Tout en disant ces mots, l'enfant regardait d'un œil inquiet les gros nuages qui s'amoncelaient et se serraient les uns contre les autres, comme les soldats d'une armée avant la bataille. Il y en avait même quelques-uns qui se détachaient de la troupe et se lançaient déjà à l'assaut. Grisha fit la sourde oreille. Il ne désirait pas répondre aux sages paroles de sa sœur et ne voulait en faire qu'à sa tête. Il était comme ça, bon, généreux, mais plus têtu qu'un âne du Caucase. C'est qu'au creux d'une petite clairière de la taïga, il venait de découvrir un coin de bonne terre où les myrtilles avaient poussé comme nulle part ailleurs. Les pieds étaient drus, feuillis à souhait, pleins d'une sève généreuse, et les petites baies noires qui font de si bonnes confitures s'offraient à lui en abondance. Un trésor inestimable. Grisha n'avait que 10 ans, mais pour les cueillir et ne pas en laisser une seule, il n'avait pas son pareil. Un véritable expert. Il fallait voir avec quelle adresse il passait dans le feuillage le peigne de bois qu'il avait confectionné lui-même dans une branche de châtaignier. Aucune des petites boules juteuses et savoureuses ne lui échappait. Son panier était déjà plein aux 3/4. C'était maman Katia qui allait être contente. Vite, Grisha, il faut partir. N'entends-tu pas le tonnerre qui gronde? D'accord, je viens. Encore une minute et je te rejoins. Tout en répondant à sa sœur, il continuait avidement sa cueillette. Il y en avait tant qui s'offraient à lui qu'il était difficile de résister à la tentation. La taïga est belle et surtout très généreuse quand vient la fin de l'été. C'est au début de septembre qu'elle offre tout ce qu'elle peut donner. Et ceux qui vivent dans la campagne sibérienne le savent bien. Ils se hâtent d'en profiter car ces largesses ne durent que peu de temps au cours d'une année. La Sibérie, la taïga, si la plupart des gens savent où se trouve l'immense Sibérie, beaucoup ignorent tout de la taïga. Le nom est joli, je trouve même qu'il plaît à l'oreille. On dirait le chant d'un oiseau. Prononcez-le tout haut et écoutez bien. Ne ressemble-t-il pas à la roulade d'un pinson? Taïga, taïga. En réalité, c'est ainsi qu'on désigne une forêt. Mais il ne s'agit pas de n'importe laquelle, car elle est grande comme 10 fois la France. Dans ce vaste pays, elle est située entre les terres du nord, que l'on appelle toundra, et celles du sud, dont le climat est moins rude. On peut dire qu'elle est une sorte de tampon entre les deux. Si la toundra est surtout recouverte d'herbes sèches, de bruyères, de lichens et de mousses, la taïga est le pays des grands sapins sombres, qui y poussent si nombreux que personne ne pourrait les compter. Heureusement, pour agrémenter le paysage, des bouleaux au tronc blanc se glissent parmi eux et arrivent parfois à devenir maîtres de la place. Ils apportent leurs rayons de lumière et lorsque vient l'automne, leurs feuilles sont comme des piécettes d'or essaimées sur le sol. Durant l'hiver, le froid y règne en maître et il est parfois si terrible que la neige qui tombe en abondance devient dure comme de la pierre dès qu'elle se dépose. Les grands sapins se transforment alors en fantômes de glace qui secouent de temps en temps leurs membres pour se débarrasser du fardeau qui les écrase. Il semble qu'on les entend parfois soupirer comme le feraient des êtres humains. Dès que s'annonce le mois de juin, la taïga sort de sa torpeur. En hâte, elle se débarrasse de son manteau d'hiver, revêt sa parure de printemps, puis s'empresse de vivre sa vie, car elle ne dispose que de quelques mois. En juillet et en août, elle fait provision de chaleur pour toute l'année. Parfois le soleil lui en offre tellement qu'il devient difficile de la supporter. Un fort coup de tonnerre, suivi aussitôt d'une rafale de vent, fit sursauter Tatiana. Levant les yeux, elle vit la horde des gros nuages noirs qui se précipitaient vers elle. Ils se bousculaient les uns les autres et se déchiraient entre eux. L'orage, qui approchait à toute vitesse, annonçait sa violence. Grisha, à son tour, il regarda le ciel puis se mit aussitôt à courir à toutes jambes pour aller rejoindre sa sœur. Je viens. Malheureusement, il était peut-être déjà trop tard. En fait, voilà, sûrement que nous ne pourrons pas échapper à l'orage. Vois, il est déjà au-dessus de nos têtes. Même en courant?
même en courant. Et si la pluie se met à tomber, comme je le crois, la Lenashka va tellement grossir en quelques minutes que nous ne parviendrons plus à la traverser comme nous l'avons fait pour venir ici. Je te demande pardon, Tatiana. Il est bien temps. Allez, faisons vite. Tous deux s'élancèrent aussitôt, mais en prenant bien soin de ne pas renverser leur panier plein des précieuses myrtilles. Leur course n'était pas aisée car ils se trouvaient dans un endroit au relief très accidenté. Partout, des gros rochers, des éboulis, des coulées de pierrailles et de terre rousse, sans compter les troncs d'arbres abattus lors des tempêtes précédentes. C'est que le vent du nord se met parfois en colère et cause de véritables ravages dans la taïga. En ce lieu où se trouvaient les enfants, on avait l'impression qu'une montagne avait jadis existé et qu'un jour elle s'était disloquée, effondrée, laissant çà et là des vestiges de son ancienne grandeur. Grisha et Tatiana étaient venus faire leur récolte au sommet d'une grande faille où les arbres étaient moins nombreux, ce qui avait permis aux buissons de myrtilles de pousser avec plus de force. Leur village était de l'autre côté de la vallée. Petchakovo était son nom, et pas plus de 200 âmes y vivaient tant bien que mal. À vrai dire, plutôt mal que bien. Ce n'était pas que Boris Pouznitch, leur seigneur et maître, était un méchant homme, mais la terre était si pauvre et le climat si rude que les Moujiks avaient bien du mal à subsister d'un bout de l'année à l'autre. Paysans l'été, mais surtout bûcherons durant la longue et mauvaise saison, il leur fallait travailler dur pour parvenir tout juste à faire vivre leur famille. Au moment de cette histoire, le siècle n'avait qu'un nom, et le tsar Nicolas II régnait en monarque absolu sur l'immense Russie. Tout appartenait alors aux nobles qui jouissaient d'une vie normale pour leurs époques, tandis que les pauvres gens, ceux des villages surtout, en étaient souvent réduits à une misère constante. Leur existence dépendait toujours du bon ou du mauvais vouloir de leur seigneur. Pour venir faire leur cueillette de myrtilles, Grisha et Tatiana avaient dû traverser la Lenashka, petit torrent en tempérament très changeant. Il pouvait être presque à sec, avec de grosses pierres dans son lit qui permettaient de le traverser sans se mouiller les pieds. Mais de venir subitement comme fou et gonflé à bloc si une forte pluie se mettait à tomber ou bien au printemps si un brusque coup de chaleur faisait fondre la neige amassée sur ses rives. C'est ce que redoutait Tatiana, qui observait le mauvais temps en train de se développer dans le ciel. Elle avait 12 ans et son frère tout juste 10. Agiles comme on l'est à cet âge, ils se mirent à dévaler la pente à toute allure, sautant les gros cailloux, évitant d'un brusque crochet les ranciers et les buissons d'épines. Mais ils étaient loin, très loin de la Lenashka. Ils ne se trouvaient qu'à mi-chemin quand l'orage se déchaîna. D'abord, le ciel devint tout noir, comme si la nuit avait tiré soudain son grand voile. Puis la foule éclata de tous côtés. Elle frappa l'air, le déchira, l'illumina. La taïga en trembla de peur et les grands sapins furent parcourus par un lent frisson qui alla se perdre dans son immensité. Presque aussitôt, ce fut la pluie, une pluie déluvienne, serrée, brutale qui claquait et faisait mal. On aurait dit que là-haut, le Père éternel avait décidé de s'en servir comme d'un fouet. Même la grêle s'en mêla, frappant les arbres et ricochant sur le sol. Les enfants s'arrêtèrent, conscients du danger qu'ils couraient. « Petite sœur, dit Grisha, il faut nous mettre à l'abri. »« Bien sûr, mais où ?» Il ne réfléchit que quelques secondes. « À la caverne, au marmout. »« Nous n'en sommes pas loin. »« Tu as raison, allons-y vite. » Courbés en deux, sous la tempête, ils se mirent à courir de nouveau cette fois. C'était Grisha qui filait en tête. Pour y être allé plusieurs fois, il connaissait bien le chemin. On l'appelait la caverne au mammouth, depuis qu'un jour un chasseur y avait fait une étrange découverte. À quelques centaines de pas de là, il avait grièvement blessé un grand ours brun, puis s'était empressé de le suivre dans sa fuite. Persuadé qu'il allait s'effondrer d'un moment à l'autre, l'animal l'avait mené jusqu'à la caverne dans laquelle il s'était enfoncé. Sans hésiter, l'homme l'avait suivi à l'intérieur après avoir confectionné
puis enflammer un flambeau à l'aide d'une branche pleine de résine de sapin. Il s'agissait d'une grotte naturelle profonde et spacieuse. Tout au fond, elle possédait une sorte de vaste pièce avec un plafond haut et voûté. Lorsque le chasseur arriva au fond, il trouva sa victime étendue au milieu de branchages qu'elle avait grattés avec rage. Dans ses derniers soubresauts, mais il fut très surpris quand il aperçut, sortant de terre, une grande corne recourbée et pointue. Seigneur, subhanahu, s'exclama-t-il, une défense d'éléphant. Il rectifia aussitôt, pas d'éléphant, de mammouth. Conscient d'avoir découvert un véritable trésor, mais comprenant qu'il lui était impossible de l'emporter avec lui, il s'en alla prévenir le seigneur du lieu, qui alerta aussitôt les responsables scientifiques de Moscou. Bientôt, des savants arrivèrent qui entreprirent des recherches et qui mirent à jour des défenses et des ossements bien conservés de plusieurs mammouths. La preuve était faite que des milliers d'années plus tôt, la Sibérie était un immense territoire au climat chaud et à la végétation luxuriante. Les deux enfants arrivèrent en quelques minutes à l'entrée de la caverne et s'y engouffrèrent immédiatement. Ouf, fit Grisha tout essoufflé. Eh bien, nous sommes jolis, trempés des pieds à la tête, rétorqua sa sœur. On dirait que nous sommes tombés dans la Nashka. Heureusement qu'il ne fait pas froid. Ils se retournèrent et firent face à la vallée. L'eau tombait avec une force et une abondance incroyables, comme si un fleuve venu du ciel se déversait sur la terre et envahissait tout. Des ruisseaux naissaient et se mettaient à dévaler comme des fous tout au long de la pente. Ils se rejoignaient les uns les autres, formaient de véritables rivières et charriaient avec eux de la terre, des cailloux ainsi que des débris de toutes sortes. Par endroits, l'eau se heurtait aux rochers et elle en écumait de rage. La Lenashka va devenir si grosse qu'il nous sera impossible de la traverser, dit le garçon. Je le crains, petit frère, et nous allons être obligés de rester ici jusqu'à demain matin. Quand le temps sera calmé, nous pourrions-nous pas essayer de passer? Non, Grisha, car la nuit sera venue et tu sais bien que la taïga est dangereuse quand le soleil est couché. Tu penses aux chats sauvages, aux ours et peut-être aussi aux loups. Peut-être pas aux loups à cette époque de l'année, car ils sont remontés vers le nord. Mais les ours, on ne sait jamais. Ici, en demeurant à l'entrée, nous serons à l'abri, et si l'on vient, au moins nous les verrons venir. Papa Boris et maman Katia vont être inquiets. Sûrement un peu, mais ils se douteront que nous sommes ici. Nous sommes grands. Maintenant, tu ne vas pas avoir peur au moins. Grisha marqua un temps de réflexion avant de répondre. Non, petite sœur, je vais essayer. Tatiana sourit, puis se mit à tordre le bas de sa robe pour en extirper l'eau. Si nous pouvions faire du feu pour sécher nos habits et nous réchauffer, ce serait bien, dit-elle. Facile, il doit bien y avoir de la mousse sèche à l'intérieur. Tu sauras l'allumer? Ce ne sera pas la première fois. Sur ces mots, pleins de confiance en lui, l'enfant se mit à gratter les parois de la grotte et à faire une provision de mousse et de grands lichens blancs que la chaleur de l'été avait desséchés. Sa provision étant effectuée, il choisit avec soin 2 pierres de silex parmi celles qui jonchaient le sol. Je crois que ça ira, dit-il. Pendant ce temps, sa sœur avait cueilli quelques poignées d'herbes sèches à l'entrée de leur refuge, là où la pluie n'était pas parvenue. Le bois mort ne manquait pas non plus. Ce fut vite fait, Grisha, ainsi que la plupart des habitants de la taïga, savaient faire du feu comme jadis les premiers habitants de la terre. C'était une connaissance qui s'était perpétuée depuis des millénaires, car elle était d'une grande sauvegarde dans cette immense et hostile Sibérie où les marchands d'allumettes ne se rencontrent pas au coin de ces chemins. L'étincelle jaillit du choc des cailloux et enflamma la mousse qui commença à brûler comme un morceau de toupe. Le gosse souffla dessus et parvint à faire jaillir une petite flamme qui se communiqua aussitôt à l'air puis au bois mort. Bientôt, le feu devint grand et se mit à danser et à crépiter de joie. Sa chaleur faisait du bien aux enfants qui lui tendaient les mains. Tatiana n'entendait pas en rester là. Elle choisit d'abord 3 branches parmi celles amassées devant l'entrée de la caverne, puis elle en fit une sorte de fourche qu'elle disposa devant le feu.
Elle entreprit ensuite de quitter sa robe. Lorsque ce fut fait, elle la tordit et la disposa du mieux possible sur son étendoir de fortune. Je pense que tu devrais en faire autant avec ta chemise et ton pantalon, dit-elle à son frère. Comme ça, nous n'attraperons pas froid. Comme la plupart des filles de Sibérie de cette époque, elle portait une robe de grosse toile qui lui descendait jusqu'aux chevilles, de couleur incertaine, plutôt grise que blanche, tissée de façon rudimentaire qui lui donnait un aspect rugueux. Elle possédait sur le devant une rangée de gros boutons de bois. Seul le col un peu plissé et la ceinture, qui la serrait à la taille, lui apportaient une petite note d'élégance. Mais ce qui importait le plus, c'était sa solidité. Elle devait être capable de résister au dur frottement des rochers, aux coups de griffes, des épines et des ronces, à toutes les rudesses de la taïga, car Tatiana vivait presque constamment dans la grande forêt. Sous sa robe, elle avait une longue culotte blanche serrée au-dessous des genoux, mais confectionnée d'une toile plus fine et ornée de festons de dentelle. Grisha était vêtue d'un pantalon long et d'une chemise de même toile que la robe de sa sœur. Seulement, comme il avait grandi et que le pantalon n'avait pas suivi de lui-même une semblable évolution, maman Katia l'avait rallongé d'un morceau qui n'avait pas la même couleur. Pour rire, il disait que ça lui faisait comme des bottes. Il est vrai que l'ensemble était assez drôle. Tous deux étaient chaussés de sandales que leur père, Boris Smirnov, fabriquait l'hiver lorsque le froid intense, l'empêchait d'exercer son métier de bûcheron. Les arbres devenaient alors aussi durs que l'acier des haches et des scies. Avec adresse, il confectionnait d'abord une semelle de bois articulée, puis il fixait dessus des lanières de cuir. L'ensemble était léger, souple aux pieds et permettait aux enfants de courir parmi les cailloux et les embûches de la forêt. Maman Katia, de son côté, se réservait la fabrication des pantoufles et des souliers de paille tressés. Elle possédait une grande adresse pour ce genre de travail, ainsi que beaucoup de goût. Certaines de ses chaussures, qu'elle agrémentait de paille aux couleurs vives, étaient de véritables petits chefs-d'œuvre. Tatiana était fière de les porter quand le temps était sec et de les montrer à ses amis du village. La fille de Boris et de Katia portait bien ses 12 ans. Elle était plutôt grande et même un peu forte car elle mangeait beaucoup, surtout de ces gâteaux au miel de la forêt que sa mère réussissait si bien. Les abeilles sauvages ne manquaient pas dans la taïga. Mais son père devait parfois disputer leur trésor aux ours qui en raffolaient eux aussi. Malgré la vie au grand air, Tatiana n'avait pas le visage bistré et hâlé, comme celui de son frère. Tout au contraire, il demeurait doux, comme du velours, de couleur plutôt blanche, à peine teintée de rose sur les pommettes, avec ses cheveux longs qu'elle nattait avec soin, ses yeux d'un bleu laiteux qui attendrissait son regard, elle personnifiait la fille du Nord et de la forêt sibérienne. Grisha, quant à lui, était très différent. Petit, les épaules carrées et l'aspect solide, les cheveux coupés courts, il avait les yeux noirs et le regard perçant. Peut-être portait-il en lui les traits et l'aspect d'un lointain ancêtre caucasien, du temps où nombre de ceux-ci avaient envahi la Sibérie.